Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture de tous les livres que j'ai lus durant le mois de mars. Et j'ai 4 livres à vous présenter, donc on va dire que c'est plutôt un bon mois de lecture. Le premier livre dont je vous parle, c'est Le piège de Jean Ann Korelitz. Et oui, on dit Jean et pas Jean, parce que moi j'étais persuadée que c'était un homme. Mais en fait non, c'est une autrice. C'est publié aux éditions Le Cherche Midi et il s'agit d'un roman à suspense, un petit peu thriller. On va suivre Jacob Finch Bonner, alias Jake, qui est un écrivain qui a connu un petit succès avec son second roman. Mais depuis, c'est la page blanche, il n'arrive plus du tout à écrire la moindre ligne. Il est enseignant dans une université du Vermont, donc il tient un espèce d'atelier d'écriture. Il mène une petite vie un petit peu monotone, un petit peu banale, jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'un de ses étudiants, Evan Parker, qui lui dit que lui, il tient l'intrigue d'un roman à succès, ça va être un best-seller, il en est sûr. Bon, Jacob se dit, bon oui, ok, le type... il a un melon comme ça, en plus c'est vraiment le stéréotype du mec imbuvable, hyper sûr de lui, hyper arrogant. Et un jour, alors qu'ils discutent tous les deux dans le bureau de Jake, Evan va lui révéler l'intrigue de ce roman qu'il projette d'écrire. En écoutant ce récit de la bouche de son étudiant, Jake se dit oui effectivement c'est sûr que ça va cartonner. L'intrigue est hyper originale. Bien sûr il est un peu dégoûté de ne pas avoir eu l'idée lui-même, mais bon voilà, c'est comme ça. Les années passent, Jake change de boulot, il n'entend plus parler de son étudiant et puis quelques années plus tard il se souvient en fait de cet étudiant et de cette intrigue incroyable. Il se demande s'il a réussi à publier son livre et en faisant quelques recherches, il va s'apercevoir que Evan est décédé, une mort tragique, et qu'il n'a pas pu visiblement écrire ce bouquin, en tout cas il n'a pas été édité. Du coup Jake se dit c'est vraiment dommage que cette histoire incroyable tombe dans les oubliettes, donc il va décider de s'en emparer et d'écrire lui-même ce bouquin qui effectivement va se révéler être un succès monumental, voilà, un best-seller. Tout le monde se l'arrache, il est invité à plein d'émissions littéraires, de talk-shows, de séances de dédicaces, c'est la folie, il devient une star. Il vit sur son petit nuage, tout va bien, tout lui sourit, il rencontre même l'amour, enfin voilà, c'est le succès à la fois professionnel, à la fois sentimental, tout va bien dans sa vie, jusqu'au jour où il reçoit un mail anonyme d'une personne qui lui dit: vous êtes un voleur, je sais ce que vous avez fait, vous êtes un voleur. Là forcément ça donne des sueurs froides à Jake qui se dit mon dieu mais qui sait hein, parce que franchement voilà, Evan est mort, qui pourrait savoir. Mais il va décider de mettre ça de côté en se disant après tout c'est un mail, c'est pas public donc tout va bien. Sauf que cette personne va continuer, va le menacer de révéler les choses sur internet, sur les réseaux sociaux, que ça va faire polémique, etc. Donc voilà, ça commence à aller pas trop bien pour Jake qui va décider de mener l'enquête pour savoir qui est ce fameux troll anonyme. C'est un lien avec la mort d'Evan, puisque de toute façon apparemment c'est quelqu'un qui est au courant et qui doit connaître Evan Parker, donc il va décider de remonter un petit peu la piste de la vie de son ancien étudiant, de connaître un petit peu son village, sa famille, ses amis, etc. Donc il va retourner dans le Vermont pour mener l'enquête, pour interroger un petit peu les habitants du village. Et voilà, alors je vais pas en dire plus sur la révélation finale, etc. J'ai beaucoup aimé ce roman à suspense. C'est vrai qu'au début, la première partie, j'ai trouvé ça un petit peu ronronnant. La plume de l'autrice est très bavarde, un petit peu digressive, un petit peu cynique, avec quelques pointes de cynisme. La première partie, voilà, où on voit Jake qui est à l'université enseignant, puis après quand il va avoir son succès, tout ça est un petit peu long. Mais alors la deuxième partie, à partir du moment où il part enquêter dans le Vermont, là j'ai trouvé ça génial, ça s'enchaîne, c'est hyper haletant. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est aussi qu'il interroge toute la thématique autour du livre, des backstage, de l'envers du décor du monde du livre, que ce soit les relations éditeur-auteur, tout ce qui est séance de dédicaces, et puis aussi la limite entre l'inspiration et le plagiat. Qu'en est-il de l'appropriation culturelle, de la propriété intellectuelle, du plagiat, aussi les trolls sur internet, sous couvert d'anonymat, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Il y a plein de thématiques comme ça qui sont abordées, qui sont hyper actuelles et hyper intéressantes. Il y a aussi une thématique autour de la maternité que moi personnellement j'avais pas vu venir mais qui est super intéressante et
limite ça enlève un peu un tabou, enfin ça interroge un tabou. J'ai bien aimé le personnage de Jacob qui est finalement très humain, il est pas manichéen, il n'est pas hyper brillant, il n'est pas complètement nul non plus. Ouais, il est réaliste en fait, je l'ai trouvé très réaliste et ça j'ai bien aimé. Le twist final, j'avoue l'avoir vu venir genre 2 pages avant la fin, vraiment sur le fil du rasoir, je me suis dit oh, mais s'il faut c'est ça, et effectivement c'était ça, mais comme je l'ai vu venir juste avant, ça ne m'a pas gâché la lecture, donc ça j'ai beaucoup apprécié, ça a quand même gardé ce côté un peu surprise, mais en même temps, ah je m'en doutais. Donc c'était cool. On a discuté de ce bouquin en book talk avec la team thriller du Cherche Midi. Effectivement, tout le monde avait deviné ce twist final, sauf 2. Benoît, donc l'attaché de presse de Cherche Midi, et puis Séverine de Il est bien ce livre, qui n'avait pas du tout vu venir la fin, mais c'est vrai que pour, on va dire, 90% des partenaires blogueurs, on avait vu venir le twist final, mais moi vraiment 2 minutes avant la fin, donc ça m'a pas du tout gâché la lecture. Donc au final, j'en garde un très bon souvenir de lecture, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était vraiment une chouette lecture avec des thématiques hyper intéressantes. Et puis si vous aimez tout l'envers du décor autour du livre, de la création littéraire, vous allez kiffer ce bouquin. Donc voilà, je vous le recommande si ça peut vous intéresser. J'ai ensuite lu le tome 6 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc c'est Les Désolations de l'Arpent du Diable, c'est toujours écrit par Amson Reeds et toujours publié chez Bayard. Voilà, c'est enfin le dernier tome, l'ultime tome de cette saga, alors de 2 trilogies ou de 6 tomes, c'est comme vous voulez. Je suis quand même contente que ça se termine, même si voilà, je suis un peu triste de quitter les personnages que j'ai appris à aimer au fil des tomes. Mais voilà, une saga qui se termine et qui se termine bien, c'est vraiment cool. Comme d'habitude, j'ai adoré l'esthétisme de ce livre, de cette saga en général, avec ces photos anciennes qui sont chinées et alors qui sont chinées dans les brocantes, les vide-greniers et qui sont réutilisées, parfois un petit peu retouchées, parfois non. Ça provient aussi de collectionneurs qui ont des collections de photos anciennes. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. C'est vrai que c'est un beau bébé qui fait plus de 600 pages, 650 pages je crois. Donc c'est un peu difficile de l'ouvrir pour vous montrer un petit peu les photos. Mais je trouve que le travail éditorial est incroyable. Déjà les entêtes de chapitres, enfin les chapitres sont très beaux. Donc rien que pour l'esthétisme et l'ambiance de la saga, je ne peux que vous la recommander. Pour l'histoire, je ne vais pas trop m'attarder sur ce tome 6 parce que je ne voudrais pas vous spoiler les autres tomes. On retrouve Jacob avec les enfants particuliers, donc ces enfants qui ont des pouvoirs magiques, des spécificités. Ils vivent dans la boucle de l'Arpent du Diable et il se trouve que le grand méchant de l'histoire, Cole, qui n'est autre que le frère de Miss Peregrine, a ressuscité et son but c'est d'assujettir en fait tous les particuliers du monde pour en faire ses esclaves. Sauf qu'il y a la résistance qui s'est logée dans la boucle de l'Arpent du Diable et que Cole essaye de faire une espèce de siège et de les tourmenter en faisant pleuvoir par exemple des pluies d'os ou de sang, des bourrasques de cendres, enfin voilà. Et il essaye vraiment d'attaquer le moral des troupes de manière assez psychologique. Il va aussi avoir des sépulcres 2.0, donc des espèces de créatures que Jacob a du mal à contrôler parce qu'ils sont nouveaux, parce que voilà, il sait pas comment faire, donc ça rajoute une difficulté pour combattre Cole et ses troupes. Je suis quand même contente que ça se termine enfin, parce que j'avais quand même le sentiment que l'auteur tirait un petit peu sur la corde du succès commercial, qu'il y avait quand même des redondances dans les rebondissements, c'est un peu toujours la même chose. On a Miss Peregrine qui demande aux enfants, en particulier à Jacob, de rester sagement dans la maison, dans l'Arpent du Diable, mais évidemment ils n'en font qu'à leur tête et ils se barrent vivre des aventures. Évidemment quand ils rentrent, Miss Peregrine est morte de frayeur en se disant mais vous étiez passé où, faut pas faire ça, nanana. Bon voilà, c'est un schéma qui est assez récurrent et que je trouvais un petit peu lassant au bout d'un moment, donc je suis quand même contente que ça se termine, même si bah voilà, je suis triste de quitter ces personnages, j'ai adoré l'ensemble de cette saga, mais je suis quand même contente de pouvoir la cocher parmi mes sagas terminées. Et en plus, ça se termine bien, il y a une happy end, faut pas oublier que c'est de la jeunesse, donc voilà. Moi je suis quand même satisfaite de cette saga que je vous recommande parce qu'elle était vraiment chouette.
Je continue avec un petit coup de cœur, mais finalement c'était pas une surprise, puisqu'il s'agit du tome 6 des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Donc c'est l'éveil des eaux dormantes, c'est toujours chez J'ai lu. Cette saga, je vous en parle depuis des mois, des années. J'adore les Aventuriers de la Mer, qui pour moi surpassent le premier cycle de l'Assassin Royal, du moins en tout cas pour l'instant. On sent dans ce tome 6 que les enjeux sont beaucoup plus grands. On va retrouver Althea en compagnie de Brachen et de Ambre, qui ont décidé de remettre à flot le Parangon. Parangon qui est un vaisseau magique, un bateau magique en bois sorcier. Donc dans cet univers, les familles, les anciennes familles de marchands de Terryville ont toutes un bateau magique qui s'appelle une Vive-Nef, donc qui est construit en bois sorcier et dont la figure de proue s'anime comme si c'était un vrai personnage, enfin un vrai être vivant. Et Parangon, c'est un peu le bateau maudit. Il y a 30 ans, il a tué sa famille en mer et qu'il est revenu dans la ville et qu'on l'a sorti en fait, je sais pas comment on dit, amarré, immergé, émergé, je ne sais pas quels sont les termes techniques, mais en gros on l'a sorti de la mer, on l'a posé sur la plage et puis on l'a laissé à l'abandon comme ça. Tout le monde en a peur, tout le monde pense qu'il est maudit. Sauf Althea, Ambre et Brachen qui se sont liés d'amitié avec lui et qui vont décider de le remettre à flot, de le restaurer, de le remettre à flot pour aller sauver Vivacia, qui est donc le bateau Vive-Nef de la famille d'Althea, la famille Vestrit, qui est tombée entre les mains des pirates et notamment de Kenneth, qui a l'ambition de devenir le roi des pirates. Et justement, on retrouve Kenneth en compagnie de Yemen, Yemen qui est le neveu d'Althea, puisqu'il faut toujours avoir un membre de la famille, du sang de la famille à qui appartient le bateau sur le navire, c'est une règle. Donc Yemen a été un petit peu pris en esclavage par Kenneth, mais finalement le pirate s'est lié d'amitié avec le jeune garçon. Ils vont apprendre l'un de l'autre, va se nouer une relation d'amour-haine un petit peu particulière. Et puis on a aussi le personnage de Malta, qui est donc la jeune sœur de Yemen et la nièce de Althea, qui jusqu'à présent était une préado un petit peu imbuvable. Elle était très superficielle, à vouloir grandir trop vite, à vouloir devenir une femme, à rentrer dans le monde, à séduire les hommes. Voilà, une petite fille pourri gâtée qu'on aimait détester. Mais je trouve que dans ce tome 6, c'est le personnage qui a la plus belle évolution en fait. On sent qu'elle grandit. À Terryville va gronder une révolte politique, il va y avoir un putsch contre le gouverneur de Jamalia qui est en visite à Terryville. Il va se passer voilà, pas mal d'intrigues politiques et Malta va être pris au milieu de tout ça. On va aussi découvrir le désert des pluies que l'on apercevait de loin, enfin qu'on mentionnait de loin dans le récit, savoir enfin qu'est-ce que c'est que le désert des pluies, cette cité ensevelie, lointaine, là où on fabrique les Vive-Nef avec le bois sorcier qui sont extraits des terres, enfin on ne sait pas trop et on va en apprendre davantage. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place, c'est pour ça que ce tome 6 est un véritable tournant dans l'histoire et on entrevoit un petit peu le lien avec la fin du premier cycle de l'Assassin Royal. Ça commence à se recouper de loin, le lien est encore ténu mais on va dire que les briques commencent à se mettre en place et on commence à comprendre certaines choses et ça, mais j'ai adoré. J'ai passé un super moment de lecture avec ce tome 6 qui vraiment pour moi marquait un vrai tournant dans l'histoire, qui prend plus en profondeur, plus en politique, plus en tout en fait, en aventure aussi. C'était génial et j'ai tellement adoré que je suis allée, parce que je n'avais pas en fait le tome 7, 8 et 9, donc qui est les 3 derniers tomes de cette saga des Aventuriers de la Mer. Je ne les avais pas du tout dans ma pile à lire, du coup je me suis précipitée chez Gilbert Joseph pour acheter ces 3 tomes. Et du coup vous allez les voir prochainement dans un book haul. J'ai très hâte de continuer parce que vraiment, mais c'était génial. Je vous recommande vraiment les Aventuriers de la Mer. Je sais qu'il y en a qui me demandent est-ce qu'on peut lire les Aventuriers de la Mer sans avoir lu l'Assassin Royal. Je peux vous dire oui, vous pouvez, mais ensuite vous allez tellement adorer les Aventuriers de la Mer que vous allez avoir envie de lire l'Assassin Royal, sauf que je trouve qu'il y a quand même une différence entre les deux et peut-être c'est mieux quand même de commencer par l'Assassin Royal et de s'accrocher un petit peu au début parce que les 3 premiers tomes sont très introductifs. C'est un peu dur de se mettre dedans, je trouve, dans l'Assassin Royal, mais une fois qu'on y est, après c'est génial. Vous allez tellement kiffer la plume de Robin Hobb que vous allez vouloir continuer et moi je préfère quand même dans le sens Assassin Royal plus les Aventuriers de la Mer ensuite.
Mais vous pouvez quand même, si vous voulez juste lire les aventures de la mer, vous pouvez très bien y aller comme ça. Et je termine ce très long bilan lecture avec le dernier livre que j'ai lu, c'est L'ombre du funambule de Stéphane Schmucker. J'espère que j'écorche pas trop son nom de famille. Donc c'est un thriller publié aux éditions Nouveaux Auteurs. C'est l'auteur qui m'avait gentiment proposé de lire son livre et qui me l'a d'ailleurs gentiment dédicacé. Voilà, c'est le genre de petite attention qui fait toujours plaisir. Ici on est sur un petit thriller qui fait un peu moins de 300 pages, plus un roman à suspense, je dirais, c'est un primo-roman. On va suivre donc Joachim qui est un brillant chercheur en biologie, je sais pas trop, biochimie, enfin voilà, il est chercheur enseignant. Il a vécu un drame 8 ans en arrière dans sa vie puisque sa fille Romane, qui avait 7 ans à l'époque, a été kidnappée chez eux pendant que lui prenait sa douche. Elle était gentiment en train de jouer dans sa chambre et elle a été kidnappée. Quand il est sorti de sa douche, il ne la retrouvait plus. Évidemment, le couple qu'il formait avec la mère de Romane, Justine, n'a pas tenu bien longtemps parce que voilà, c'est quand même un drame assez conséquent de perdre un enfant. Et depuis, Joachim il va plutôt mal dans sa vie personnelle. Dans sa vie professionnelle ça va, il a déménagé à Lille parce qu'il vivait en Alsace du côté de Strasbourg avec sa femme, mais suite à cette rupture et à cette disparition, il a décidé de quitter cette ville et de partir enseigner à l'université de Lille et de faire ses recherches là-bas. C'est un brillant chercheur, mais personnellement il vit voilà, dans une petite chambre de bonne, voilà, il est un petit peu, comment dire, un peu en dépression, hein, voilà, il est carrément en dépression, il se laisse aller, enfin ça va pas du tout dans sa vie, jusqu'au jour où le lieutenant Breuil va frapper à sa porte pour lui poser quelques questions, puisque visiblement sa femme a disparu, enfin son ex-femme a disparu depuis quelques jours et que Liliane est morte. Alors Liliane, c'est qui? C'était la première petite amie de Joachim lorsqu'il était au lycée, et ensuite Joachim a quitté Liliane quand il a rencontré Justine à la fac, que ça a été un coup de foudre entre Justine et Joachim. Le lieutenant Breuil semble soupçonner Justine d'avoir tué Liliane. Sauf que pour Joachim c'est impossible, déjà Justine serait incapable de tuer quelqu'un et en plus de ça c'était plutôt Liliane qui avait un mobile contre Justine et pas l'inverse, donc il trouve ça un peu étrange et donc Joachim va décider de mener son enquête, de retourner en Alsace dans l'ancien appartement qu'il occupait avec sa femme Justine pour essayer de trouver des indices, pour retrouver sa femme, essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Liliane, pourquoi est-ce qu'elle est morte, qu'est-il arrivé à sa fille qui a disparu. Voilà, tout ça est entremêlé, donc il va mener sa propre enquête. J'ai bien aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé l'alternance des chapitres entre le passé et le présent. Il y a aussi en début de chapitre des petits passages avec marqué le funambule qui sont en fait des passages d'un journal intime. Alors on ne sait pas trop qui c'est qui l'a écrit, est-ce que c'est Justine, est-ce que c'est Liliane ou un autre personnage, enfin voilà, on ne sait pas trop, mais c'est très poétique, un petit peu mélancolique, il y a un petit style un petit peu émo. Voilà. Les chapitres sont très courts, très dynamiques, il y a un vrai rythme. La plume de l'auteur est très carrée, on sent que tout est bien construit, bien organisé, bien détaillé, que l'auteur a vraiment bossé son sujet à fond. Il n'y a pas d'incohérence et ça c'est quand même appréciable. Après parfois j'avais un peu le sentiment d'avoir une espèce de catalogue de détails, que c'était peut-être un petit peu trop chirurgical, un petit peu trop clinique. Parfois des détails qui n'apportaient pas grand chose à l'histoire, parfois des détails qui sont importants pour la suite de l'histoire. Donc voilà, mais des fois il y avait des choses qui étaient répétées 3 ou 4 fois et qui ne servaient pas trop le récit. Par exemple l'amant de la mère de Liliane qui est directeur de cirque. Bon, et ben on le répète 3 ou 4 fois et on se dit bon ça va, on a compris quoi, le roman il n'est pas hyper grand, on n'a pas le temps d'oublier ce genre de détails. Mais bon, ça c'est vraiment... je chipote, voilà, je chipote. Mais sinon, voilà, j'ai passé un plutôt bon moment de lecture. La révélation finale, je l'avais pas vu venir. C'est un très bon roman à suspense sur la thématique de la disparition de l'enfant. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir L'ombre du funambule parce que c'était plutôt une bonne lecture. Voilà, c'en est tout avec ce bilan lecture du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres? Est-ce que
vous avez lu de bonnes lectures au mois de mars. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir à moi et à l'algorithme. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, c'est gratuit. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!